Mon fils n'a pas dit un mot. Personne ne savait que moi, à mes 70 ans, j'avais payé toutes les vacances. J'ai annulé leurs billets et j'ai voyagé seul. Cette fois-ci, celui qui ne savait pas voyager a été le seul à prendre l'avion. Il y a des moments dans la vie qui vous brisent en deux, des moments où le monde s'arrête et quelque chose en vous se casse avec un bruit si fort que vous seul pouvez l'entendre. Pour moi, ce moment est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, un mardi de février à 7 heures du matin, entouré de valises, de touristes pressés et du regard de ma propre famille planté sur moi, comme si j'étais un étranger. Si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes histoires. Continuons. Mon nom est Henri Dubois, j'ai 70 ans, et toute ma vie j'ai été l'homme qui donnait son épaule, celui qui résolvait les problèmes, celui qui se taisait pour maintenir la paix. Mais ce jour-là, devant le comptoir d'enregistrement, avec la climatisation qui me glaçait la peau et le bruit des chariots à bagages résonnant dans mes oreilles, j'ai compris quelque chose qui allait me changer à jamais. Parfois, ceux qui vous manquent le plus de respect sont ceux qui vous doivent le plus. Tout a commencé par un cri. Pas n'importe quel cri. Un cri qui a tranché l'air comme un couteau. « Ça suffit, Henri. Tu déranges. Tu ne sais pas voyager. Tu ne devrais même pas être là. » La voix de Céline, ma belle-fille, a résonné contre les murs de l'aéroport. J'ai senti des dizaines de regards se planter sur moi. Une dame âgée avec un chapeau de paille m'a regardé avec pitié. Un jeune avec des écouteurs a baissé sa musique pour observer. 2 employés de la compagnie aérienne ont échangé un regard gêné. Et moi, j'étais paralysé, mon sac à main serré contre ma poitrine comme un bouclier. Céline se tenait devant moi, ses ongles parfaitement manucurés couleur bordeaux pointés vers moi comme des griffes. Ses cheveux noirs tirés en queue de cheval si serrés qu'elle semblait tirer son visage vers l'arrière. Elle portait des lunettes de soleil Chanel sur la tête, même en intérieur, et ce parfum français qu'elle portait toujours, si fort qu'il donnait la nausée, envahissait l'espace entre nous. Beau-père, elle a craché le mot comme s'il lui brûlait la langue. Vous posez des questions sur tout. Où est la correspondance? À quelle heure embarquons-nous? Où enregistrons-nous les bagages? On dirait que vous n'êtes jamais sorti de chez vous. Mon cœur battait si fort que je sentais le pouls dans mes tempes. J'ai regardé mon fils Julien, cherchant ses yeux, espérant quelque chose, n'importe quoi, un mot, un geste. Mais il regardait le sol, les mains dans les poches de son pantalon beige, la mâchoire tendue, comme si soudain le motif des carreaux de l'aéroport était la chose la plus fascinante du monde. « Julien », j'ai murmuré. Rien. Mon fils de 42 ans, le garçon que j'avais porté dans mes bras, à qui j'avais soigné les genoux écorchés, que j'avais soutenu quand personne ne croyait en lui. Cet homme n'a pas levé les yeux. Les jumeaux, Lucas et Emma, mes petits-enfants de 8 ans, se cachaient derrière leur père. Emma avait les yeux embués. Lucas mordait le bord de son sac à dos Spider-Man. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait la tension comme quand le ciel devient gris avant l'orage. « Céline, j'ai juste demandé si la correspondance à Lyon était dans le même terminal, » j'ai dit, essayant de garder ma voix ferme, bien que je tremblais. « C'est une question normale. » « Normale pour quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller dans le monde moderne ?» Elle m'a coupé. « Écoutez, beau-père, j'ai organisé tout ce voyage. J'ai cherché l'hôtel, j'ai coordonné les horaires, je me suis occupé des excursions. Vous deviez juste être là, juste être là. » Ces mots ont pénétré plus profondément que le cri, parce que personne dans cet aéroport ne connaissait la vérité. Personne ne savait que j'avais payé chaque centime de ce voyage. Les 2600 € des 5 billets d'avion. Les 3200 € de l'hôtel, tout compris à Nice, sur la Côte d'Azur, les 750 € des excursions supplémentaires que Céline avait suggérées et que j'avais fini par payer parce que ce serait bien pour les enfants, près de 6500 € de mes économies, de l'argent que j'avais accumulé en travaillant 35 ans comme comptable dans un petit cabinet du 15e arrondissement. De l'argent que j'avais épargné centime par centime pendant que ma femme, que Dieu ait son âme, luttait contre le cancer.
De l'argent qui était ma sécurité, ma tranquillité, mon soutien pour mes vieux jours, et là j'étais humilié comme si j'étais un fardeau, une gêne, un poids mort. Si vous êtes encore avec moi, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez cette vidéo. Continuons cette histoire incroyable. Céline s'est tournée vers l'employé du comptoir, m'ignorant complètement. Désolé pour le retard. Vous savez comment sont les personnes âgées, elles ont peur de tout. Elles se confondent avec tout. L'employé, un jeune homme de pas plus de 25 ans, aux cheveux gominés vers l'arrière, m'a regardé avec ce mélange de pitié et d'inconfort. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de musique de fond, ni de ralenti. C'était silencieux, comme quand une branche sèche finit par céder après avoir supporté trop de poids. Et à cet instant précis, alors que la famille que j'avais soutenue me regardait comme si j'étais le problème, j'ai pris une décision. « Je vais aux toilettes », j'ai annoncé avec un calme que je ne reconnaissais même pas dans ma voix. Personne n'a répondu. Céline montrait déjà les passeports. Julien vérifiait son portable. Les enfants jouaient avec une tablette. J'ai marché vers les toilettes d'un pas ferme, même si mes jambes tremblaient. Là-dedans, je me suis enfermé dans la dernière cabine et me suis assis sur le couvercle. Mes mains transpiraient, mon cœur galopait dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone portable de mon sac, cet iPhone que Julien m'avait offert l'année dernière, en disant « Pour que tu restes connecté, papa ». Et j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Ils étaient là, 5 billets, tous à mon nom en tant que titulaire de l'achat. Et alors, avec des doigts tremblants mais l'esprit plus clair que jamais, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Mais ça ne faisait que commencer. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà payé le prix du maintien de la paix avec votre dignité, restez jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Avant de raconter ce que j'ai fait dans ces toilettes d'aéroport, vous devez comprendre qui j'étais, parce que je ne suis pas né invisible. Je n'ai pas toujours été l'homme qui avalait les insultes et souriait quand ça faisait mal. Il fut un temps où Henri Dubois était quelqu'un avec sa propre voix. Je suis né en Normandie en 1955, dans une maison en pierre, avec une cour centrale où ma grand-mère cultivait de la menthe et du romarin. J'ai grandi entre l'odeur du pain frais le dimanche et les mains rugueuses de ma mère, travaillant tard, cousant des uniformes scolaires pour la moitié du quartier. J'ai appris dès l'enfance que les hommes de ma famille n'attendaient pas d'être secourus. Nous nous sauvions nous-mêmes. À 20 ans, j'ai déménagé à Paris avec une valise en carton et un diplôme de comptable obtenu en étudiant le soir, tout en travaillant le jour dans une papeterie. J'ai décroché un emploi dans un petit cabinet comptable du 15e arrondissement où M. Maurice Renard m'a embauché parce que, selon ses mots, « tu as des yeux qui ne lâchent pas facilement ». Il avait raison. Pendant 35 ans, j'arrivais à ce cabinet avant tout le monde et je partais après tous. Je me suis occupé des comptes de restaurants, de garages, de pharmacies, de boutiques de tissus. Je n'ai jamais volé un centime, jamais rendu un rapport en retard. Et quand M. Maurice a eu des problèmes avec le fisc à cause d'une erreur de son fils, c'est moi qui ai passé 3 mois à tout réorganiser pour le sauver de la faillite. Il ne l'a jamais oublié. Quand il a pris sa retraite, il m'a laissé une prime de 6 000 € que j'ai investie intelligemment, avec toutes mes économies de toute une vie. Cela m'a permis d'acheter mon appartement de 2 chambres à Montparnasse, petit mais à moi, avec des fenêtres donnant sur un parc, où les enfants jouaient au football le samedi. J'ai rencontré Catherine à un mariage. Elle était institutrice avec des mains douces et un rire facile. Elle n'était pas riche, mais elle était noble. Nous nous sommes mariés en 1982 avec une fête simple dans le jardin de mes parents et une valse au rythme de Charles Aznavour. 1 an plus tard est né Julien, mon fils unique. Un garçon aux yeux couleur miel qui serrait mon petit doigt pendant que je lui chantais pour l'endormir. Le garçon timide qui dessinait des bâtiments dans ses cahiers et rêvait d'être architecte.
le jeune homme qui m'a serré dans ses bras en pleurant le jour où sa mère est morte. Catherine est tombée malade quand Julien avait 17 ans, cancer du pancréas, 4 ans d'hôpitaux, de chimiothérapie, de nuits sans sommeil. Je continuais à travailler parce que quelqu'un devait payer les factures médicales. Julien a quitté l'université pendant un semestre pour aider, mais je l'ai forcé à retourner. Ta mère veut te voir diplômé, j'ai dit. Et il l'a fait. Il a obtenu son diplôme d'architecture 3 mois avant que Catherine ne parte. Ma femme est morte en paix, nos mains enlacées, après avoir murmuré « Tu as bien pris soin de nous, Henri. Maintenant prends soin de toi. » Je n'ai pas suivi son conseil. Mettez un like si vous comprenez ce que ressent Henri jusqu'à présent. L'histoire continue. Après les funérailles, je me suis consacré à Julien, peut-être trop. J'ai payé le master qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai prêté 2850 € quand il a voulu s'associer avec un ami, François, dans un cabinet de design. Il ne me l'a jamais rendu, mais ça n'avait pas d'importance. « Tu me rembourseras plus tard, fils », je disais. Et il acquiesçait avec ce sourire en coin qu'il avait hérité de sa mère. Les choses ont changé quand il a rencontré Céline. C'était lors d'une exposition d'architecture au Marais. Elle travaillait dans les relations publiques pour une entreprise de matériaux de construction. Grande, mince, avec ce type de beauté polie qui vend les salons de coiffure chers et les salles de sport exclusives. Elle avait 28 ans, 8 de moins que Julien. Et dès le premier jour où il l'a amenée dîner chez moi, j'ai su que quelque chose ne collait pas. Elle n'était pas grossière, au contraire, elle était charmante. « Oh, beau papa, c'est délicieux ce que vous cuisinez », me disait-elle en goûtant mon coq au vin. Cette maison a tellement d'histoire, je suis sûr que de beaux moments se sont passés ici. Elle apportait des fleurs, demandait de mes nouvelles, embrassait Julien avec tant de théâtralité que ça ressemblait à une scène de série télé. Mais je voyais au-delà. Je voyais comment ses yeux parcouraient mon appartement en calculant les valeurs. Comment elle demandait négligemment combien il avait coûté, s'il était payé, si je pensais le laisser à Julien. Je voyais comment elle l'éloignait de moi peu à peu, avec des phrases douces mais tranchantes. « Oh chérie, ton père est déjà âgé, ne le fais pas trop cuisiner. » Ou « Tu ne penses pas que tu devrais mettre des limites? Il t'appelle 4 fois par jour. » Julien a changé. Il a commencé à annuler nos petits déjeuners du dimanche. Il a arrêté de me consulter pour des décisions importantes. Quand j'ai exprimé mes doutes sur Céline, il m'a regardé avec des yeux fatigués. « Papa, tu es jaloux parce que maintenant, il y a une autre femme dans ma vie. » Ces mots m'ont fait plus mal qu'une gifle. Ils se sont mariés en 2019, un mariage coûteux dans un jardin à Versailles avec 200 invités et un banquet à 10 000 €. J'ai contribué 4 000 € parce que Céline a dit que ses parents ne pouvaient pas tout couvrir. Vous savez, beau-père, avec la crise, il y avait toujours une crise quand il s'agissait de leur argent, mais jamais quand il s'agissait du mien. Les jumeaux sont nés 1 an plus tard, Lucas et Emma. 2 bébés parfaits qui ont rempli mon cœur d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis que Catherine était vivante. J'allais à l'hôpital tous les jours. J'apportais de la nourriture pour Céline et Julien. Je restais la nuit quand les enfants ne les laissaient pas dormir. Céline me remerciait avec des sourires parfaits. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous, beau papa. Mais elle ne me laissait jamais seule avec les bébés trop longtemps. Elle n'acceptait jamais mon aide, sans ensuite me le rappeler comme si c'était une dette. Dieu merci, vous nous avez soutenus quand les enfants sont nés. Tous les beaux-pères ne sont pas aussi utiles. Utile? Ce mot me poursuivait. Au fil des années, les demandes ont augmenté. « Beau-père, pouvez-vous garder les enfants ce week-end? Nous avons un événement professionnel. » Beau-père, pouvez-vous nous prêter pour les frais de scolarité? Le cabinet est serré ce mois-ci. Beau-père, pouvez-vous emmener les enfants chez le médecin? Céline a un rendez-vous au spa qu'elle ne peut pas annuler. Je disais toujours oui, parce qu'ils étaient de ma famille, parce que j'aimais ces enfants, parce que je pensais qu'ainsi je garderais mon fils près de moi. Mon ami Bernard Olivier m'a prévenu 1000 fois. Bernard, mon voisin d'immeuble, veuf comme moi, avec ses cheveux complètement blancs qu'il portait avec fierté et cette façon directe de parler qui ne prenait pas de détour.
Henri, il te presse comme un citron, me disait-il pendant que nous prenions le café dans ma cuisine. Tu donnes, et ils ne font que recevoir. Quand est-ce qu'ils te donnent quelque chose? Bernard, c'est ma famille, je répondais, en remuant le sucre dans ma tasse. C'est comme ça qu'on fait dans les familles. Dans les familles, on donne et on reçoit, mon ami. Le tien est un sens unique. Je ne l'écoutais pas, ou je ne voulais pas l'écouter parce qu'accepter sa vérité signifiait accepter que j'étais seul, que mon fils me voyait comme une banque, pas comme son père, que ma belle-fille me tolérait tant que j'étais utile, et puis est arrivé février et ce dîner où Céline a lancé l'hameçon parfait. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy si vous voulez connaître la fin de cette histoire incroyable. C'était un vendredi d'août que Céline a planté la graine de ce qui finirait par être mon réveil. J'étais arrivé chez eux dans le quartier de Bastille, un appartement moderne de 3 chambres qu'ils louaient 2800 € par mois, portant une cocotte avec du pot-au-feu que j'avais préparé cet après-midi-là. Julien m'avait dit qu'il était enrhumé, et moi, comme toujours, j'avais répondu avec de la nourriture. La porte s'est ouverte et j'ai été accueilli par l'odeur d'une bougie parfumée à la vanille. Céline est apparue en pantalon de jogging de marque et un chemisier blanc parfaitement repassé, même pour rester à la maison. Ses cheveux lâchés tombaient en vagues qui avaient certainement coûté 2 heures au salon. « Oh, beau papa, quelle gentillesse !» dit-elle avec ce sourire qui ne me convainquait plus. « Entrez, entrez, nous étions sur le point de dîner. » La table était mise avec ses assiettes modernes grises qu'elle avait achetées dans une boutique du Marais. Julien était assis à réviser son ordinateur portable, ses lunettes sur le nez, la cravate desserrée. Les jumeaux jouaient dans le salon avec des blocs de construction, leur voix aiguë remplissant l'espace. « Papa !» Julien a levé les yeux un instant. « Tu n'avais pas besoin de te déranger. » Te déranger? Ce mot m'a égratigné à l'intérieur, mais j'ai souri. Ce n'est pas un dérangement, fils, c'est du bouillon. Ça va te faire du bien pour le rhume. Céline a servi le bouillon dans des bols profonds pendant que je m'asseyais sur la chaise qu'il me désignait toujours, celle qui était dos à la fenêtre, la moins confortable. Nous avons dîné avec une conversation légère. Les enfants ont raconté l'école. Julien a mentionné un nouveau projet. J'écoutais comme toujours, attendant un moment où je sentais que ma présence comptait plus que la nourriture que j'apportais. Puis, pendant que Céline ramassait les assiettes, elle a lancé la phrase avec cette désinvolture répétée que seule une personne calculatrice peut réussir. « Oh, j'aimerais tellement qu'on aille tous à la plage. Les enfants n'ont jamais vu la Côte d'Azur. » Lucas a levé la tête immédiatement, les yeux brillants. « La Côte d'Azur ? Comme dans les photos de tante Marcel? »« Oui, mon amour. » Céline a ébouriffé ses cheveux. « De l'eau bleue turquoise, du sable blanc, des hôtels avec des toboggans. » Emma a applaudi, excitée. Julien a souri, mais c'était un sourire fatigué. « Ce serait incroyable, mais tu sais comment sont les choses. Le cabinet se remet à peine. Fermer en janvier a été difficile. » Céline a soupiré dramatiquement, laissant les assiettes sur le comptoir de la cuisine avec plus de bruit que nécessaire. « Je sais, chérie, mais les enfants grandissent. Lucas m'a demandé l'autre jour pourquoi ses amis d'école vont à la plage et pas nous. Ça m'a brisé le cœur. J'ai reconnu le piège. Je l'avais déjà vu auparavant. Le soupir, la mention des enfants, la culpabilité déguisée en rêve de famille, tout parfaitement conçu pour que quelqu'un, spécifiquement moi, offre une solution. Mais cette fois, quelque chose en moi a résisté. Je suis resté silencieux, buvant mon verre de jus de poire, observant comment la scène se déroulait. Julien a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Céline, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'un voyage comme ça coûte quoi? Environ 5 000 € pour nous 5? Environ 6 000 € plus ou moins. » Céline s'est rassise en croisant les jambes. « J'ai déjà cherché. En février, les prix baissent un peu. Un forfait tout compris, avec vol, hôtel 5 étoiles à Nice, excursion. » Elle a fait une pause calculée. « Mais tu as raison, c'est impossible. » Le silence s'est installé à la table.
Lucas et Emma nous regardaient avec cet espoir pur des enfants qui ne comprennent pas encore ce que signifie « il n'y a pas d'argent ». Julien tapotait ses doigts sur la table et Céline me regardait du coin de l'œil, attendant. J'ai senti le poids de ses attentes comme des pierres sur ma poitrine. Je me suis souvenu de toutes les autres fois, les frais de scolarité que je prêtais, les urgences que je finissais par payer, le réfrigérateur qui avait cassé et que j'avais aidé à remplacer. J'étais toujours la solution à leurs problèmes. Et pour un moment, pour la première fois en années, j'ai pensé à dire non. Mais alors Emma a parlé avec cette petite voix qui me faisait fondre. « Papy Henri, tu es déjà allé sur la Côte d'Azur ?» Je me suis tourné vers elle. Ses yeux marrons, les yeux de grand-mère Catherine, me regardaient avec une curiosité genouille. « Oui, mon amour, il y a longtemps quand ta grand-mère était vivante. Et c'est beau? Magnifique. La mer ressemble à un mensonge tellement elle est bleue. » « J'aimerais la voir, elle a dit, et retourner à ses blocs sans pression, sans manipulation, juste une enfant qui rêve. Et j'étais là, coincé entre mon instinct de me protéger et mon besoin maladif d'être aimé par cette famille qui me semblait de plus en plus distante. Céline s'est levée pour servir le café, sa voix flottant de la cuisine. « Bon, peut-être l'année prochaine ou l'autre. Un jour les enfants connaîtront la plage. Ce n'est pas grave. » Le « ce n'est pas grave » sonnait exactement comme ce que c'était, un hameçon. Julien a soupiré et est retourné à son ordinateur portable. Les enfants ont continué à jouer et je suis resté là tenant ma tasse vide, sentant comment les murs de ce piège se refermaient autour de moi. Je pourrais aider avec quelque chose. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Céline a passé la tête hors de la cuisine, les yeux brillants. « Qu'avez-vous dit, beau-père » ? J'ai dit, j'ai avalé ma salive, que je pourrais contribuer quelque chose pour le voyage, pas tout, mais quelque chose. Julien a levé les yeux, surpris. Papa, non, on ne va pas te laisser. Ah, mais ce serait un rêve. Céline est revenue à la table, s'asseyant avec une énergie renouvelée. Vous êtes sérieux, beau-père? Parce que voyez, si vous nous aidez avec les billets d'avion, qui sont environ 2600 €, nous pourrions couvrir l'hôtel. Céline, Julien a essayé d'interrompre. Ah, non, mon chéri, laisse-moi finir. Si Papy Henri couvre les vols, nous économisons pour l'hôtel. Ensemble, ce serait possible. Les enfants pourraient connaître la mer. Et beau-père, bien sûr que vous viendriez. Ce serait un voyage en famille. Quand était la dernière fois qu'on est tous partis ensemble? Jamais. La réponse était jamais, parce qu'ils ne m'incluaient jamais dans leurs plans, à moins qu'ils aient besoin de quelque chose. Mais Lucas et Emma étaient maintenant debout, sautant, criant « On va sur la Côte d'Azur !» avec ce bonheur débordant de l'enfance. Et Julien me regardait avec quelque chose que j'ai interprété comme de la gratitude, bien que maintenant je sache que c'était du simple soulagement qu'un autre résolve ses problèmes. « D'accord », j'ai dit, sentant comment mon compte d'épargne s'évaporait dans mon esprit. « Je paie les billets. » Céline a applaudi, s'est levée et m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme qui sentait le parfum cher et la fausseté. « Oh, beau-père, vous êtes un ange. Les enfants vont mourir de bonheur, n'est-ce pas, chérie ?» elle a dit à Julien. Mon fils a hoché la tête, retournant à son ordinateur portable. « Merci, papa, vraiment. » Mettez un like si vous pensez qu'Henri fait une erreur. L'histoire continue dans quelques instants. Cette nuit-là, j'ai conduit de retour à mon appartement avec les mains serrées sur le volant. La radio était éteinte. Je n'entendais que le moteur de ma Renault Clio 2008 et le bourdonnement de la ville. Quand je suis arrivé, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai regardé la photographie encadrée sur la commode. Catherine et moi, à Nice, en 1995, avec la mer derrière et de vrais sourires. « Qu'est-ce que je fais, Catherine ?» j'ai demandé au silence. Mais Catherine n'était plus là pour me répondre. Et j'étais seul, prenant des décisions que mon cœur savait être mauvaises, mais que ma peur de la solitude m'obligeait à prendre. Ce que je ne savais pas alors, c'était que ce voyage que je venais d'accepter de payer serait celui qui me l'apprendrait finalement à dire non.
L'enfer n'arrive pas toujours avec du feu et des cris. Parfois, il arrive déguisé en « Merci beau-père » et « Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ?» Pendant les 3 mois suivant ce dîner, j'ai appris qu'on peut se sentir complètement seul en étant entouré de famille. 2 jours après ma promesse, Céline m'a appelé. Il était 8 heures du matin. Je venais de finir mon thé à la camomille quand le téléphone a vibré sur la table de la cuisine. « Beau papa, bonjour. Écoutez, j'ai déjà vu pour les billets. J'en ai trouvé sur Air France à 520 € chacun. On est 5 personnes. Total, 2600 € exactement. Il faut que vous fassiez l'achat aujourd'hui parce que la promotion se termine. » Il n'y avait pas eu de « Comment avez-vous dormi ?» Il n'y avait pas eu de « Êtes-vous sûr de pouvoir ?» Juste des instructions. « Céline, aujourd'hui je ne peux pas. J'ai rendez-vous chez mon médecin à 10 heures. » « Oh, beau-père, mais si on n'achète pas maintenant, on perd ses prix. Envoyez-moi juste les données de votre carte par WhatsApp et j'achète. Après, on s'arrange pour que vous déposiez l'argent. » Quelque chose dans mon estomac s'est retourné. Donner les données de ma carte à Céline semblait comme donner la clé de ma maison à un étranger. Mais elle continuait à parler. « Ou si vous préférez, je vous envoie le lien et vous achetez. Mais il faut que ce soit aujourd'hui, d'accord? Je compte vraiment sur vous, beau-père. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai annulé mon rendez-vous médical. Je suis entré sur le site, j'ai acheté les 5 billets avec ma carte Société Générale, regardant ces 2600 € disparaître de mon compte en un clic. De l'argent que j'avais économisé en coupant les dépenses, en achetant au marché au lieu du supermarché, en utilisant le même manteau de laine pendant 6 ans. J'ai envoyé la capture d'écran de confirmation à Céline. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. Ok, merci. 2 mots. Sans point d'exclamation, sans émoticône, comme si je venais de payer son café et non des vacances complètes. Les jours suivants ont été un défilé de demandes déguisées en faveur. Céline m'a ajouté à un groupe WhatsApp appelé « Voyage Côte d'Azur » où il y avait elle, Julien et moi. Mais j'ai rapidement réalisé que j'étais là seulement pour recevoir des ordres et non pour donner mon avis. « Beau-père, réservez l'hôtel tout compris sur Booking. Je vais vous envoyer le lien. C'est 640 € par nuit, 5 nuits. Total, 3200 €. » Mon cœur s'est emballé. J'avais déjà payé 2600 €. Maintenant, il voulait que je paie 3200 € de plus. J'ai écrit dans le chat « Je pensais que vous couvririez l'hôtel. » Céline a répondu « Oh, beau-père, c'est que c'est sorti plus cher que ce qu'on avait calculé. Mais voyez, si vous couvrez l'hôtel, nous, on paie toutes les excursions et les repas supplémentaires. D'accord ?» Julien n'a rien écrit. Son silence était sa façon de dire qu'il était d'accord avec Céline. J'ai appelé Bernard ce soir-là. Il est venu à mon appartement avec une bouteille de Calvados maison et s'est assis en face de moi sur le canapé moutarde de mon salon. « Henri, mon ami, ouvre les yeux. » m'a-t-il dit, ses mains ridées tenant le verre. « Il te saigne. Tu as déjà payé les vols. Maintenant, ils veulent que tu paies l'hôtel. Qu'est-ce qui vient après? L'air qu'ils vont respirer? » Bernard, ce sont mes petits-enfants. Je veux qu'ils connaissent la mer. Tes petits-enfants? Oui. Mais Céline, Julien, ce sont des adultes avec du travail. Pourquoi faut-il aller à la plage avec ton argent? Je n'avais pas de réponse, parce que la vérité faisait trop mal pour être dite à voix haute. Je payais parce que j'avais peur que si je ne le faisais pas, ils m'éloignent encore plus qu'ils ne l'étaient déjà. J'ai payé l'hôtel. Plus de 3200 € qui sont sortis de mon compte d'investissement, celui qui avait grandi avec tant d'efforts pendant des années. J'avais 5800 € investis. Il me restait 2600 €. Mais l'argent n'était qu'une partie du problème. Le pire, c'était les mépris. Céline a pris le contrôle absolu de tout. Elle a choisi l'hôtel sans me demander ce que j'aimais. Elle a choisi les chambres. Une suite junior avec vue sur la mer pour eux et les enfants, et une chambre standard au 3e étage pour moi. Parce que vous allez passer toute la journée avec nous, beau-père. La chambre, c'est juste pour dormir. Quand j'ai essayé de suggérer une excursion de plongée que j'avais vue, Céline a répondu dans le groupe
Oh, beau-père, cette excursion est trop intense. À votre âge, je pense que vous ne supporterez pas autant de soleil et de natation. C'est mieux de vous reposer à l'hôtel pendant qu'on y va. À votre âge. J'ai 70 ans, pas 90. Je marche 4 kilomètres 3 fois par semaine. Je monte les escaliers de mon immeuble sans perdre mon souffle. Mais pour Céline, j'étais un vieillard inutile qui avait besoin d'être pris en charge. Un après-midi de novembre, je suis allé chez eux déposer des pulls neufs que j'avais tricotés pour les jumeaux. Céline a ouvert la porte avec le téléphone à l'oreille. « Oui, ma chérie, je sais. Imagine, on doit emmener mon beau-père. »« Ah, c'est ça. C'est une obligation. Mais que faire? Il a payé et on doit l'inviter. » Bon, je raccroche. Il vient d'arriver. Elle a raccroché et m'a souri, comme si elle ne venait pas de dire que j'étais un fardeau, une obligation, comme si m'emmener était équivalent à porter une valise lourde qu'on ne veut pas, mais qu'on est obligé d'apporter. Je n'ai rien dit, j'ai juste donné les pulls, et je suis parti. Dans l'ascenseur, les larmes sont tombées silencieusement. Une dame âgée qui est entrée au 2e étage m'a regardé avec inquiétude. « Vous allez bien, monsieur ?» ?»« Oui, j'ai menti. C'est juste le froid. » Si vous ressentez la douleur d'Henri, laissez un commentaire avec un cœur. Abonnez-vous à les conseils de Papy pour ne pas manquer la fin. Décembre est arrivé et le groupe WhatsApp est devenu insupportable. Céline envoyait des photos de maillots de bain qu'elle achetait. Julien partageait des mèmes sur les vacances. Les jumeaux envoyaient des audios animés, et moi je lisais juste sans participer, me sentant comme un fantôme dans ma propre famille. Un jour, j'ai osé écrire « À quelle heure est le vol pour que je me prépare à temps ?» Céline a répondu 2 heures plus tard. 7h40 du matin. On doit être à 5h30 à l'aéroport. Ne soyez pas en retard, beau-père. La façon dont elle avait écrit, comme si j'étais l'irresponsable, comme si j'étais celui qui causait toujours des problèmes. Bernard a remarqué mon changement. Moi qui avais toujours été animé, je marchais maintenant les épaules tombantes. Un après-midi de janvier, pendant que nous prenions un café dans une brasserie près de chez moi, il a tenu ma main. « Henri, tu peux encore annuler. Dis-leur que tu n'y vas pas, qu'ils paient leur propre voyage. »« J'ai déjà tout payé, Bernard. Je ne peux pas revenir en arrière. »« Tu peux. C'est ton argent, ta décision. » Mais je ne l'ai pas écouté. Je croyais encore qu'une fois que nous serions sur la Côte d'Azur, les choses seraient différentes, que Céline se détendrait, que Julien me verrait, vraiment me verrait, que les enfants et moi construirions des châteaux de sable et que tout en vaudrait la peine. J'avais tellement tort. Je suis arrivé à l'aéroport à 5h15 du matin. Le ciel était encore sombre, juste taché de gris à l'horizon. L'air froid de février coupait mon visage pendant que je traînais ma valise dans le parking. Mes mains tremblaient, pas à cause du froid, mais à cause de la nervosité d'arriver toujours en retard, d'oublier quelque chose, d'être un fardeau. Je suis entré dans le terminal 2 et j'ai cherché ma famille du regard. Rien. Juste des voyageurs endormis traînant des valises, des employés de compagnies aériennes avec leurs uniformes impeccables, l'odeur de café frais mélangée à l'arôme chimique des sols fraîchement lavés. J'ai sorti mon téléphone. Il était 5h18 du matin. J'ai écrit dans le groupe « Je suis déjà là. Où êtes-vous » Les 2 coches bleues sont apparues immédiatement. Lu. Mais personne n'a répondu. J'ai attendu 15 minutes debout, avec ma valise à côté, me sentant ridicule. Les gens passaient devant moi avec un but, avec des destinations claires, avec des familles qui les attendaient. J'étais seul, attendant une famille que j'avais payée entièrement, mais qui ne prenait même pas la peine de me répondre. À 5h47 du matin, je les ai vus arriver. Céline venait en tête, marchant en bottes de cuir marron, jeans serrés, un chemisier blanc en lin et ses maudites lunettes de soleil Chanel sur la tête, même en intérieur. Elle traînait une énorme valise rose qui pesait certainement plus de 23 kilos autorisés. Son visage était tendu, avec cette expression de contrariété que je connaissais bien.
Derrière venait Julien avec les jumeaux, chacun tirant sa propre petite valise à roulettes. Lucas portait une casquette des Avengers. Emma portait une licorne en peluche, presque aussi grande qu'elle. Mon fils portait un sac à dos sur l'épaule et avait l'air de ne pas avoir bien dormi. « Bonjour », j'ai dit en m'approchant avec un sourire qui faisait mal à soutenir. « Salut, papa !» Julien m'a donné un baiser rapide sur la joue, de ces baisers automatiques, sans sentiment. Céline est passée directement, allant vers les panneaux de vol. « Voyons voir. Voyons voir. Je dois savoir à quel comptoir on fait l'enregistrement. »« C'est le comptoir 12, » j'ai dit, parce que j'avais déjà vérifié 3 fois sur l'application. Céline m'a regardé avec ses yeux couleur miel, qui m'avaient un jour semblé beaux, mais qui maintenant semblaient juste calculateurs. Comment le savez-vous? J'ai vu sur l'application. Le vol part de la porte. Ok, beau-père, on verra ça après. Maintenant, je dois trouver où faire l'enregistrement. J'ai avalé ma réponse. Papy Henri, celui qui ne sait rien, celui qui dérange avec de l'information. Nous avons marché vers la zone d'enregistrement. Céline allait en tête, donnant des ordres. « Lucas, ne t'éloigne pas. Emma, range cette peluche. Julien, tu as apporté les passeports ?» Mon fils fouillait dans son sac à dos avec des mouvements maladroits de quelqu'un qui manque de sommeil et est stressé. Nous sommes arrivés au comptoir. La file était longue, mais avançait vite. Je suis resté un peu en arrière, leur donnant de l'espace, regardant comment Céline organisait les documents, comment Julien prenait Emma dans ses bras pour qu'elle voie le panneau, comment les jumeaux riaient de quelque chose. Une famille. Je regardais de l'extérieur comme si je regardais une photographie dont je ne faisais pas partie. Quand notre tour est arrivé, Céline a donné les 5 passeports. L'employé, ce jeune homme aux cheveux gominés, a commencé à vérifier. « Vous enregistrez des bagages ?»« Oui, 3 valises, » a répondu Céline. Pendant qu'il pesait les valises, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier quelque chose sur l'hôtel. Je ne sais pas ce que j'ai vu exactement, un détail sur l'heure d'enregistrement, et sans réfléchir, d'une voix normale, j'ai demandé « Céline, la correspondance à Lyon est dans le même terminal ou faut-il changer ?» C'était une question simple, légitime. Le genre de choses que n'importe qui demande avant un voyage avec escale. Mais Céline s'est retournée comme si je venais de crier une insulte. Quoi? J'ai juste demandé si. Oh beau-père, sérieusement? Encore avec les questions. Sa voix a augmenté de volume. Quelques personnes dans la file à côté se sont retournées pour voir. Céline, c'est juste une question. Non, ce n'est pas juste une question. Elle a laissé tomber son sac Louis Vuitton sur le comptoir avec un bruit sec. Depuis que vous êtes arrivé, vous ne vous arrêtez pas. Où est le comptoir? À quelle heure embarquons-nous? Où enregistrons-nous les bagages? Si la correspondance est dans le même terminal, on dirait que vous n'avez jamais voyagé de votre vie. Mon cœur a commencé à battre dans mes oreilles. J'ai senti le sang monter à mon visage. Céline, calmez-vous. Je ne vais pas me calmer. Maintenant, elle criait, et ce n'était plus seulement notre file qui regardait, mais des gens d'autres comptoirs. J'en ai assez. Tout le chemin jusqu'ici, je me disais qu'il allait falloir supporter vos questions, votre insécurité, votre... Elle cherchait le mot comme on cherche un couteau pour planter. « Ça suffit, Henri, tu déranges, tu ne sais pas voyager, tu ne devrais même pas être là. » Le silence qui a suivi était si dense que je pouvais le sentir sur ma peau. « Tu déranges, tu ne devrais pas être là. » Les mots ont résonné contre les murs de l'aéroport, dans ma tête, dans mon cœur. J'ai regardé autour. Une dame âgée avec un chapeau de paille m'observait avec pitié, la bouche légèrement ouverte. Un homme d'affaires avec un attaché-case avait arrêté son chemin pour regarder. Les employés du comptoir ont échangé un regard gêné. Un jeune avec des écouteurs les a enlevés pour mieux entendre le drame. Et moi, Henri Dubois, qui avait payé chaque centime de ce voyage, j'étais humilié publiquement, comme si j'étais un enfant stupide qui ne savait pas se comporter.
J'ai cherché les yeux de mon fils. J'avais besoin qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, qu'il défende son père, qu'il dise à sa femme qu'elle était hors d'elle, qu'il se souvienne que j'étais son père, pas un étranger gênant. Julien avait la mâchoire tendue, les yeux fixés sur le sol, les mains dans les poches de son pantalon beige, et il n'a rien dit. Absolument rien. Julien. Ma voix est sortie étranglée, à peine un murmure. Il a levé les yeux une demi-seconde, mais n'a pas pu soutenir mon regard. Il est retourné regarder le sol, comme si les carreaux gris avaient des secrets fascinants écrits dessus. Les jumeaux étaient effrayés. Lucas se mordait la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Emma serrait sa licorne contre sa poitrine, les yeux embués. Il sentait la tension, mais ne comprenait pas ce qui se passait. Il savait juste que papy avait des problèmes et que maman était en colère. Céline a continué maintenant avec la voix plus contrôlée, mais tout aussi venimeuse. « Beau-père, vous posez des questions sur tout. Où est la correspondance ? À quelle heure embarquons-nous? Où enregistrons-nous les bagages? On dirait que vous n'êtes jamais sorti de chez vous. C'est épuisant. » L'employé du comptoir nous regardait sans savoir quoi faire, les passeports toujours à la main. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas dramatique. Ça n'a pas fait de bruit, mais je l'ai senti aussi clairement que si un os s'était cassé. C'était ma patience, ma tolérance, mon besoin maladif d'être accepté par cette famille qui me traitait comme une poubelle. Et dans cette cassure, dans cet espace où quelque chose mourait, quelque chose de nouveau est né. La clarté. J'ai regardé Céline. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu la bouche parfaitement peinte en rose clair, ses ongles impeccables, ses vêtements chers, son attitude de supériorité. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des mois, peut-être des années. Elle ne me respecterait jamais. Peu importe combien je payais, peu importe combien je m'humiliais. Pour elle, j'étais juste un portefeuille avec des jambes, utile quand elle avait besoin d'argent, invisible quand non. J'ai regardé Julien, mon fils, le bébé que j'avais allaité, non, attendez, que j'avais tenu dans mes bras, le garçon dont j'avais soigné les genoux écorchés, l'adolescent qui avait pleuré dans mes bras quand sa mère est morte. Cet homme ne pouvait pas me regarder dans les yeux parce qu'il savait que ce qui se passait était mal, mais c'était plus confortable de regarder ailleurs. Et à ce moment, avec le brouhaha de l'aéroport autour, avec les yeux d'étrangers fixés sur moi, avec ma famille me traitant comme un fardeau qu'ils avaient payé avec leur argent, j'ai pris la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Je vais aux toilettes, j'ai dit avec un calme que je ne savais pas avoir. Céline a soufflé. Eh bien, dépêchez-vous parce qu'on doit faire l'enregistrement. J'ai attrapé mon sac, j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers les sanitaires. Mes jambes tremblaient, mais mes pas étaient fermes. Je suis passé devant la dame au chapeau qui m'a regardé avec compassion, devant l'homme d'affaires qui a secoué la tête, devant le jeune aux écouteurs qui m'a observé avec curiosité. Je suis entré dans les toilettes pour hommes. C'était propre, avec des murs blancs et de grands miroirs. Ça sentait le désinfectant au pain. Je suis entré dans la dernière cabine, j'ai fermé la porte avec le verrou et me suis assis sur le couvercle. Mes mains transpiraient, mon cœur galopait dans ma poitrine comme un cheval incontrôlable. J'ai respiré profondément. 1, 2, 3 fois. J'ai sorti mon téléphone de mon sac avec des doigts tremblants. Et alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Abonnez-vous maintenant à Les Conseils de Papy, si vous voulez savoir ce qu'Henri a fait dans ses toilettes. Mettez un like si vous êtes avec lui. Assis dans cette cabine de toilette, avec le bruit étouffé de l'aéroport filtrant à travers la porte, j'ai tenu mon téléphone avec des mains que je ne pouvais pas contrôler. Elles tremblaient tellement que j'ai dû appuyer mes coudes sur mes genoux pour le tenir. L'écran s'est allumé. Là était mon fond d'écran, une photo des jumeaux le jour de leur 7e anniversaire, souriant avec du gâteau sur les joues. Lucas et Emma, mes petits-enfants. Je les aimais avec une intensité qui faisait mal. Mais aimer, ça veut dire se laisser détruire. J'ai ouvert l'application Air France. Mon identifiant était déjà enregistré.
Je suis entré dans mes voyages. Là apparaissaient les 5 billets. Henri Dubois, Julien Dubois, Céline Sanchez-Ruiz, Lucas Dubois-Sanchez, Emma Dubois-Sanchez, vol 681 pour Lyon, correspondance pour Nice. Tous à mon nom en tant que titulaire de l'achat. Tous payés avec mon argent. Mon doigt a flotté au-dessus de l'écran. Est-ce que je ferais vraiment ça? Est-ce que j'annulerais vraiment un voyage pour lequel j'avais payé 2600 €? Est-ce que je décevre? Est-ce que je décevais vraiment mes petits-enfants? Alors je me suis souvenu de la voix de Céline. Tu déranges. Tu ne sais pas voyager. Tu ne devrais même pas être là. Je me suis souvenu du silence lâche de Julien. Je me suis souvenu des 3 mois de mépris déguisés en organisation. Je me suis souvenu de chaque euro que j'avais donné sans qu'on me remercie. Et je me suis souvenu de quelque chose que Catherine m'avait dit une semaine avant de mourir, quand je pleurais parce que Julien avait oublié mon anniversaire. Henri, mon amour, apprendre aux gens comment te traiter, ce n'est pas être méchant, c'est s'aimer soi-même. Mes doigts ont arrêté de trembler. J'ai touché le bouton de gérer la réservation. L'option d'annuler le vol est apparue. Un message d'avertissement a surgi sur l'écran. En annulant, le remboursement sera traité comme crédit sur votre compte, selon les politiques de la compagnie aérienne. J'ai lu les conditions. Tarif non remboursable, mais je pouvais obtenir la valeur en crédit moins une pénalité de 160 €. 2440 € en crédit qui resterait à mon nom. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai sélectionné les 4 billets. Julien, Céline, Lucas, Emma. J'ai laissé le mien actif. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ces vols? Je n'étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien. Je savais seulement que si je montais dans cet avion, si je passais 7 jours à avaler des humiliations, si je continuais à permettre qu'on me traite comme un fardeau après avoir tout payé, alors je me trahirais moi-même d'une façon que je ne pourrais jamais me pardonner. J'ai touché confirmer l'annulation. L'écran a chargé pendant 3 secondes qui ont semblé 3 ans. Puis est apparu « Annulation réussie ». Vous recevrez un email de confirmation. Je l'avais fait, je l'avais vraiment fait, mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Si j'allais faire ça, je devais le faire correctement. Je devais aller jusqu'au bout. J'ai composé le numéro de Bernard. Il a répondu à la 2e sonnerie. La voix enrouée de sommeil. Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Il est 6 heures du matin. Bernard, ma voix a failli. Je suis à l'aéroport. J'ai besoin que tu viennes. S'il te plaît. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis en désordre, mélangés avec des larmes qui se sont finalement permis de tomber. Le cri de Céline, le silence de Julien, les billets annulés, tout. Il y a eu un silence de l'autre côté. Puis la voix de Bernard, ferme comme un roc. « J'arrive. Donne-moi 40 minutes, Henri. Je suis fier de toi. » Nous avons raccroché. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas encore fini. Je suis entré dans l'application de Booking. J'ai cherché la réservation de l'hôtel. Hôtel Negresco, Nice. 5 nuits, 3200 €. Politique. Si annulé avec 48 heures d'avance. Remboursement complet. J'ai regardé la date d'entrée. C'était dans 3 jours. J'étais dans le délai d'annulation. J'ai touché « Annuler la réservation ». Motif de l'annulation. J'ai sélectionné « Changement de plan ». Votre réservation a été annulée. Le remboursement sera traité dans 7 jours ouvrables sur votre carte de crédit. 3200 € qui reviendraient vers moi. Maintenant venait la partie qui me terrifiait et m'enthousiasmait en même temps. J'ai cherché des vols, mais pas pour Nice. Pour Bordeaux, départ aujourd'hui, retour dans 7 jours. J'ai trouvé un sur EasyJet, départ à 11h40 du matin. 2 billets, un pour moi, un pour Bernard. Siège côte à côte. Prix total, 830 €. Je les ai achetés sans réfléchir 2 fois. Puis j'ai cherché un hôtel à Bordeaux. Quelque chose de beau, quelque chose que je méritais. J'ai trouvé un hôtel boutique face à la Garonne, dans le quartier des Chartrons. La maison du fleuve. Chambre avec vue sur le fleuve. Petit déjeuner inclus. 7 nuits, 1400 € pour 2 personnes. Je l'ai réservé. Finalement, j'ai cherché une excursion de dégustation de vin dans la région de Saint-Émilion.
celle que j'avais toujours voulu faire mais que Catherine n'avait pas pu à cause de la maladie. 110 € par personne. Je l'ai acheté. J'ai fait les calculs mentalement. J'avais payé 2600 € de vol. Je récupérerais 2440 € en crédit. J'avais payé 3200 € d'hôtel qu'on me rembourserait. Maintenant, je dépensais environ 1700 € sur mon propre voyage. Au final, je récupérais de l'argent au lieu d'en perdre. Et le plus important, je récupérais ma dignité. Mettez un like si vous êtes fier d'Henri. Commentez « dignité » si vous le soutenez. Je suis resté assis dans ces toilettes pendant encore 20 minutes, attendant que les tremblements passent, que ma respiration se normalise, que ma détermination se solidifie comme du béton. Quand je suis sorti et que je me suis lavé les mains, je me suis regardé dans le grand miroir au-dessus des lavabos. Là était Henri Dubois, 70 ans. Cheveux gris attachés en arrière, rides autour des yeux qui racontaient des histoires de sourires et de larmes. Chemise corail que j'avais choisie ce matin-là en pensant avoir l'air bien pour les photos de famille. Mais cet homme dans le miroir n'était plus le même qui était entré dans l'aéroport. Cet homme avait pris une décision. Il avait dit « ça suffit ». Il avait choisi de s'aimer lui-même avant d'être aimé par des gens qui ne savaient pas comment l'aimer. « Tu peux le faire ?» j'ai dit doucement à mon reflet. « Tu as déjà fait le pas le plus difficile. Maintenant, il suffit de marcher. » J'ai attrapé mon sac, j'ai respiré profondément et je suis sorti des toilettes. L'aéroport continuait chaotique, famille qui courait, valises qui roulaient, annonces de vol, mais je le voyais différemment. Je le voyais avec les yeux de quelqu'un qui venait de récupérer son pouvoir. J'ai marché vers la zone d'enregistrement. Au loin, j'ai vu ma famille. Céline parlait avec l'employé, gesticulant avec les mains. Julien tenait Emma. Lucas jouait avec sa Nintendo Switch. Alors que je m'approchais, Céline m'a vu. Elle a levé les yeux au ciel, ce geste qui me dégoûtait déjà. « Enfin, beau-père, on allait vous faire chercher. Allez, j'ai besoin de votre passeport pour l'enregistrement. » Je me suis arrêté à 2 mètres de distance. J'ai tenu mon sac contre ma poitrine. « Je ne vais pas faire d'enregistrement », j'ai dit d'une voix ferme. Céline a cligné des yeux, confuse. « Comment ça, non ? Évidemment, vous devez enregistrer votre valise. » Vous ne comprenez pas, Céline. Je ne vais pas faire d'enregistrement parce que je ne vais pas voyager, parce que personne ne va voyager. Le visage de Julien a changé. La confusion a laissé place à l'alarme. « Papa, de quoi tu parles ?» L'employé du comptoir nous regardait avec inconfort, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. « Je parle du fait que j'ai annulé les billets, » j'ai dit, chaque mot sortant clair et précis. « Les 4 billets, le vôtre, celui de Céline, celui de Lucas et celui d'Emma. » Silence absolu. Céline a été la première à réagir. Son visage est passé de la confusion à l'incrédulité puis à la fureur. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Quoi ?» La bombe venait d'exploser. Le visage de Céline s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu. Ses joues parfaitement maquillées sont devenues rouges. Les veines de son cou se sont marquées, et ses yeux couleur miel qui calculaient toujours, brûlaient maintenant d'une rage pure qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Qu'est-ce que vous avez fait, vieux fou ?» elle a crié, et sa voix a résonné dans toute la zone d'enregistrement. Les gens dans les files voisines ont arrêté ce qu'ils faisaient. Un groupe d'étudiants avec des sacs à dos s'est retourné pour nous regarder. Une famille entière s'est figée. L'employé du comptoir a fait un pas en arrière, s'éloignant instinctivement du conflit. J'ai annulé les billets, j'ai répété, ma voix tranquille, contrastant avec son hystérie. Les 5 billets étaient à mon nom. Je les ai achetés. J'ai décidé de les annuler. Julien a posé Emma par terre et a fait un pas vers moi, le visage pâle. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? Ça doit être une erreur, tu ne pouvais pas... » « Ce n'est pas une erreur, fils. Je l'ai fait il y a 15 minutes depuis les toilettes. » Céline a porté ses mains à sa tête, tirant ses cheveux. « C'est impossible, ce n'est pas en train de se passer. » Elle s'est tournée vers l'employé. « Monsieur, s'il vous plaît, vérifiez. Ça doit être une erreur du système. Nos billets doivent être actifs. » L'employé, clairement mal à l'aise, a tapé sur l'ordinateur.
Ses doigts ont bougé rapidement sur le clavier. Il a froncé les sourcils, a tapé plus, puis a levé les yeux avec une expression d'excuse. « Je suis désolé, madame. Les billets au nom de Julien Dubois, Céline Sanchez, Lucas Dubois et Emma Dubois apparaissent comme annulés. » Il a regardé l'écran. Il y a 18 minutes. Seul le billet d'Henri Dubois est actif. Céline a vacillé comme si elle avait reçu une gifle. Julien est resté immobile, les yeux fixés sur moi, comme s'il voyait un étranger. Mais... Céline cherchait ses mots, son cerveau luttant clairement pour traiter ce qui se passait. « Vous ne pouvez pas faire ça. On devait prendre ce vol. Les enfants... » Elle a pointé Lucas et Emma qui nous regardaient effrayés, ne comprenant rien. « Regardez-les !» Je pouvais le faire, j'ai dit, et chaque mot est sorti avec un calme que je ne reconnaissais pas moi-même. Parce que j'ai acheté les billets, ils sont à mon nom. C'est ma propriété jusqu'à ce qu'ils soient utilisés, et j'ai décidé de ne pas les utiliser. C'est illégal. Céline a cherché dans son sac, sortant son téléphone. Je vais appeler la police. Vous ne pouvez pas kidnapper nos billets. Ce n'est pas illégal, est intervenu l'employé, voulant clairement en finir. S'il est le titulaire de l'achat, il a le droit d'annuler. C'est la politique de la compagnie aérienne. Céline l'a fusillé du regard avant de se retourner vers moi. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Et voilà la question que j'attendais, l'opportunité de dire tout ce que j'avais tu pendant des mois, peut-être des années. Pourquoi? J'ai répété. Et quelque chose dans ma voix a fait reculer Céline d'un pas. « Vous me demandez vraiment pourquoi, Céline ?» Oui, on était sur le point de partir en vacances. Les enfants étaient excités. Les vacances que j'ai payées. Ma voix s'est légèrement élevée. Les 2600 € des billets qui sont sortis de mon compte. Les 3200 € de l'hôtel qui sont aussi sortis de ma carte. Les excursions, les repas, tout. J'ai tout payé. Julien a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupé. Et il y a 20 minutes, Céline, vous avez crié devant tous ces gens que je dérangeais, que je ne savais pas voyager, que je ne devrais même pas être là. Ma voix a légèrement failli, mais j'ai continué. Vous m'avez humilié publiquement. Et toi? Je me suis tourné vers Julien. Tu n'as rien dit. Tu es resté là, à regarder le sol, comme si j'étais le problème, et pas ta femme qui criait sur ton père. Julien avait les yeux embués. « Papa, je ne... » J'ai levé la main. « Je ne veux plus d'excuses. Je ne veux plus d'explications. Pendant 3 mois, j'ai organisé ce voyage en payant chaque centime pendant que vous décidiez tout sans me consulter. Vous m'avez mis dans la chambre la moins chère. Vous m'avez exclu des décisions. Vous m'avez traité comme si j'étais un fardeau que vous deviez tolérer. Et ce matin, après avoir tout payé, votre femme m'a crié dessus comme si j'étais de la poubelle. » Les larmes sont finalement tombées, mais pas de faiblesse, de libération. Alors j'ai décidé que si je dérange, si je ne sais pas voyager, si je ne devrais pas être là, alors vous non plus vous n'irez pas. Céline a poussé un cri de frustration. « Mais les enfants, vous ne pensez pas aux enfants? Ils attendaient ce voyage. Qu'est-ce que je vais leur dire? » J'ai regardé Lucas et Emma. Leur petit visage confus me brisait le cœur. Lucas se mordait la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Emma serrait sa licorne avec force. Je me suis accroupi pour être à leur hauteur. Céline a essayé de s'interposer, mais Julien l'a retenue par le bras. « Mes chéris, » j'ai dit doucement, « je sais que c'est confus et que vous êtes tristes, et je suis désolé, vraiment. Mais parfois les adultes font des choses qui ne sont pas correctes, et quelqu'un doit dire « stop ». Votre maman m'a manqué de respect aujourd'hui, et je ne peux pas permettre ça. Même pas pour vous, que j'aime de tout mon cœur. Emma a demandé d'une petite voix. « On ne va plus à la plage, papy. Pas pour ce voyage, ma chérie. Mais un jour, quand tu seras plus grande, tu comprendras pourquoi papy a dû faire ça. » Je me suis relevé et j'ai sorti de mon sac une enveloppe beige que j'avais préparée dans les toilettes. Je l'avais imprimée sur une de ces machines de service de l'aéroport en payant 2 € par feuille. J'ai donné l'enveloppe à Julien. Il l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient toutes les captures d'écran. L'achat des billets,
la réservation de l'hôtel, les débits sur ma carte, les confirmations de paiement. Tout. Chaque transaction, chaque euro que j'avais dépensé. Pour que tu n'oublies pas, j'ai dit, qui a payé ces vacances que vous vouliez tant. Julien regardait les papiers, tournant les feuilles une par une. Et à chaque feuille, son visage devenait plus pâle. Céline lui a arraché l'enveloppe et a commencé à vérifier. Son expression a changé de fureur à quelque chose de plus complexe, de la honte mélangée au désespoir. « Beau-père, d'accord. J'ai dépassé les bornes, je le reconnais. » Sa voix a changé, devenant presque suppliante. J'étais stressé, je n'ai pas bien dormi. Je n'aurais pas dû crier comme ça. Je m'excuse. D'accord, mais allez, achetez d'autres billets, réactivez ceux-ci, ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas annuler le voyage comme ça. On avait tout planifié. Des excuses. Le mot est sorti de ma bouche avec un goût amer. Céline, des excuses ne fonctionnent pas quand vous passez des mois à me manquer de respect, quand vous m'utilisez comme une banque, quand vous me faites sentir invisible dans ma propre famille. Une excuse n'efface pas tout ça, et je ne vais rien réactiver, ni acheter de nouveaux billets, parce que je vais voyager, Céline. Je ne vais juste pas voyager avec vous. Le silence qui a suivi était dense, lourd. Julien a trouvé sa voix, rauque. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu vas voyager » ?» J'ai sorti mon téléphone, j'ai montré l'écran. Mon billet EasyJet pour Bordeaux, départ 11h40. Je vais à Bordeaux dans 5 heures avec Bernard. 7 jours dans un hôtel face à la Garonne. Je vais faire une dégustation de vin à Saint-Émilion, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je vais manger des huîtres fraîches d'Arcachon. Je vais marcher le long du fleuve. Je vais me reposer sans que personne me fasse sentir que je dérange. Céline a lâché un rire hystérique. Bordeaux avec Bernard, ce voisin fouineur? Avec mon ami, j'ai corrigé fermement. Avec quelqu'un qui me respecte, qui me valorise, qui ne me crie pas dessus en public. J'ai donné un autre papier à Julien. C'était la confirmation d'annulation de l'hôtel à Nice. J'ai aussi annulé l'hôtel. Je vais recevoir le remboursement complet. 3200 € qui reviendront sur mon compte. L'argent qui était le mien et que j'ai dépensé en pensant avoir d'agréables vacances avec ma famille. Mais plus maintenant, je ne vais plus payer pour être maltraité. Julien a laissé tomber les papiers, a couvert son visage avec ses mains. Ses épaules tremblaient. « Papa, pardonne-moi, Tu as raison, tout ce que tu dis est vrai. J'ai été un lâche, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû... » « Oui, je l'ai interrompu, tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est quelque chose avec lequel tu devras vivre, fils. » Céline était immobile, les larmes coulant sur ses joues parfaitement maquillées, gâchant l'eyeliner noir. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient des larmes de colère, de frustration, de quelqu'un qui venait de perdre le contrôle. « C'est de la folie », elle a murmuré, « une putain de folie. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? À mes amis? Je leur ai déjà dit qu'on allait sur la Côte d'Azur. Et voilà sa vraie préoccupation. Pas le mal qu'elle m'avait fait, pas la leçon que ses enfants venaient de voir, mais son image, son orgueil, son apparence devant les autres. « Dites la vérité », j'ai dit simplement. « Dites que vous avez crié sur votre beau-père après qu'il ait payé tout le voyage et qu'il a décidé qu'il n'en pouvait plus. » Je me suis tourné pour partir, mais Julien m'a attrapé par le bras. « Papa, attends, s'il te plaît, on peut arranger ça, je peux te rembourser. Laisse-moi payer. Je ne veux pas ton argent, Julien. » J'ai dit doucement, libérant mon bras. « Je n'ai jamais voulu ton argent. Je voulais ton respect, ton amour, ta défense quand j'en avais le plus besoin. Et ça ne s'achète pas. S'il te plaît, fils, je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je suis ton père, pas ton esclave, ni ta banque, et si tu ne peux pas me voir comme un être humain qui mérite de la dignité, alors on a besoin de distance. » Les jumeaux pleuraient maintenant ouvertement. Céline les a serrés dans ses bras, cachant son propre visage dans les cheveux d'Emma. Julien était pâle, tremblant, avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. Et moi... Je me sentais léger,
comme si j'avais laissé tomber un poids de 100 kilos que je portais depuis des années. « Passez une bonne journée », j'ai dit, prenant la poignée de ma valise, et je me suis éloigné. J'ai marché vers la sortie du terminal, vers où Bernard devait déjà m'attendre, vers ma nouvelle vie, vers Bordeaux, vers moi-même. Derrière moi, j'ai entendu Céline sangloter, j'ai entendu Julien m'appeler encore une fois, j'ai entendu les pleurs des enfants, et j'ai continué à marcher. Parce que parfois, s'aimer soi-même signifie décevoir les autres, et c'est bien comme ça. Celui qui ne savait pas voyager venait de prendre le contrôle de sa vie. Bernard m'attendait dans la zone des arrivées, ses cheveux blancs attachés en queue de cheval, un jean et une chemise bleue turquoise qui faisaient briller ses yeux. Quand il m'a vu, il a ouvert les bras, et j'ai couru vers lui comme un enfant cherchant refuge. « Voilà, mon ami !» il a murmuré dans mon oreille en m'embrassant. Le plus difficile est passé. Nous avons pleuré là, au milieu de l'aéroport, sans nous soucier de qui nous regardait. Mais ces larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de libération, comme une plaie infectée qui se draine enfin et peut commencer à guérir. « Tu as vraiment fait tout ce que tu m'as raconté au téléphone ?» a demandé Bernard, tenant mon visage entre ses mains. « Tout !» j'ai répondu en essuyant mes yeux. « J'ai annulé leurs billets, annulé l'hôtel et acheté les nôtres. On part pour Bordeaux dans 5 heures. » Bernard a ri, un rire profond qui venait du ventre. « Ma, Henri Dubois, qui es-tu et qu'as-tu fait de mon ami qui disait toujours oui à tout ?»« Cet homme est mort il y a 1 heure, j'ai dit, et j'ai senti que c'était vrai. Je suis quelqu'un d'autre. » Nous sommes allés prendre le petit déjeuner dans un restaurant de l'aéroport. Nous avons commandé des croissants au beurre, du pain au raisin, du café allongé et un financier aux amandes. J'ai mangé comme je n'avais pas mangé depuis des mois, savourant chaque bouchée, sentant mon corps reprendre des forces. Bernard m'a raconté qu'il avait fait sa valise en 20 minutes. J'ai mis la première chose que j'ai trouvée, des shorts, de la crème solaire et ma bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Pendant que nous mangions, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Julien. J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé. J'ai rejeté à nouveau. Puis les messages sont arrivés. « Papa, s'il te plaît, réponds. On doit parler. Céline est dévastée. Les enfants n'arrêtent pas de pleurer. Comment tu peux nous faire ça ?» Ce dernier message m'a fait mal. Comment tu peux nous faire ça? Comme si j'étais le méchant. Comme si j'avais été celui qui avait crié, qui avait humilié, qui avait manqué de respect. J'ai montré les messages à Bernard. Il a secoué la tête. Il n'arrive même pas à prendre sa responsabilité. Il te blâme encore. Je sais. J'ai rangé le téléphone dans mon sac. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ce voyage. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour guérir, pour me souvenir qui je suis sans eux. Nous avons embarqué dans le vol à 11h40. Bernard a demandé le hublot. Je me suis assis côté couloir. Quand l'avion a décollé et que Paris est devenu petite en dessous de nous, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Nous sommes arrivés à Bordeaux à 13h de l'après-midi. La chaleur nous a frappés dès que nous sommes sortis de l'aéroport, mais c'était une chaleur bienveillante, sèche, qui sentait le vin et les fleurs de jasmin. Le ciel était d'un bleu impossible, sans un seul nuage. Nous avons pris un taxi pour l'hôtel. Le chauffeur, un monsieur d'environ 60 ans avec un béret basque, nous a parlé des meilleurs endroits pour manger. Si vous voulez des fruits de mer frais, allez au petit commerce. Si vous voulez du cannelé authentique, la maison Pouget. Et si vous voulez danser, les quais sont pleins de vie tous les soirs. L'hôtel La Maison du Fleuve était petit mais parfait. Construction de style bordelais, avec des murs en pierre blonde, des volets bleus et une cour centrale avec une fontaine où les oiseaux chantaient. Notre chambre était au 2e étage, avec un balcon qui donnait directement sur la Garonne. Quand j'ai ouvert les portes du balcon, le son de l'eau a rempli mes oreilles. Le fleuve avait 1000 tons de verre et d'argent. Les quais en pierre s'étendaient des 2 côtés. Quelques personnes se promenaient au bord de l'eau, d'autres faisaient du jogging face au coucher du soleil. « C'est magnifique !» j'ai soupiré. « Tu le mérites !»
a dit Bernard en me prenant par les épaules. Chaque centime, chaque moment de paix, chaque sourire que tu vas avoir ici, tu mérites tout. Cet après-midi-là, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous avons mis des vêtements confortables et sommes descendus nous promener sur les quais. L'eau de la Garonne brillait sous le soleil. Nous avons marché jusqu'à nos genoux dans l'herbe du parc des Berges et avons laissé le soleil baiser notre peau. « À quoi tu penses ?» a demandé Bernard. « Qu'il y a 5 ans, quand Catherine est morte, j'ai pensé que ma vie était finie, que le meilleur était déjà passé. Et aujourd'hui, debout ici, je réalise que ma vie ne fait que recommencer. Nous avons dîné au restaurant de l'hôtel. Magret de canard au cèpe, gratin dauphinois et salade de mâche. La serveuse, une jeune femme avec un grand sourire, nous a servi comme si nous étions des rois. Pendant que nous mangions, mon téléphone a vibré. Plus de messages de Julien. Cette fois, je ne les ai pas lus. J'ai simplement mis le téléphone en mode avion. Très bien, a approuvé Bernard. Ces 7 jours sont à toi. Personne n'a le droit de te les voler avec leur drame. Commentez Bravo Henri si vous êtes fier de lui. N'oubliez pas de vous abonner à les conseils de Papy. Les jours suivants ont été les plus heureux que j'ai eus depuis des années. Le 2e jour, nous sommes allés dans le centre de Bordeaux. Nous avons marché dans le quartier Saint-Pierre, regardant les artisans, les musiciens de rue et les couples main dans la main. Nous avons acheté de l'artisanat local pour décorer mon appartement. Nous avons mangé des glaces au cassis, assis sur un banc face au miroir d'eau de la place de la Bourse. Le 3e jour, nous avons fait l'excursion de dégustation de vin à Saint-Émilion. C'était magique. Nous avons visité 3 châteaux différents, des caves vieilles de plusieurs siècles, creusées dans la pierre calcaire. J'ai goûté des vins que je n'aurais jamais pu me permettre normalement. Des grands crus classés, des pommerols, des margots. Le guide, un homme distingué d'environ 50 ans nommé Philippe, nous a appris à sentir les arômes, à distinguer les tanins, à apprécier la robe. « Le vin, messieurs, c'est comme la vie », a-t-il dit en versant un verre de Château Angélus. Il faut le laisser respirer, lui donner du temps et surtout ne jamais le presser. Bernard m'a regardé et a souri. « Tu entends ça, Henri ? Ne jamais presser. » Quand nous sommes sortis de la dégustation, je me sentais comme un enfant. « Bernard, j'ai goûté un vin de 1995, l'année où Catherine et moi sommes allés à Nice, et un autre de 2005 qui sentait la cerise et le cuir. » Le guide, Philippe, a ri de mon enthousiasme. « C'est ça, monsieur, il n'est jamais trop tard pour vivre de nouvelles aventures. » Le 4e jour, pendant que nous prenions le petit déjeuner à l'hôtel, j'ai rencontré Madame Geneviève. C'était une femme plus âgée, peut-être 72 ans, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés en chignon, des rides profondes autour des yeux verts et des mains délicates de pianiste. Elle était assise seule à la table à côté, lisant Le Monde et buvant du thé. Nos regards se sont croisés par hasard. Elle a souri, un sourire sincère qui atteignait les yeux. « Bonjour », elle a dit d'une voix douce mais claire. « Bonjour », j'ai répondu. « Vous profitez de Bordeaux ?»« Énormément », est intervenu Bernard. « C'est notre 4e jour et chaque jour est meilleur que le précédent. Que c'est bien. Je viens ici tous les ans depuis que mon mari est décédé. Ça fait 3 ans maintenant. Il adorait cet endroit. » Il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle mentionnait son mari, qui m'a touché le cœur. C'était la voix de quelqu'un qui avait aimé profondément et perdu, mais qui continuait à honorer cet amour en vivant. « Je suis désolé, » j'ai dit sincèrement. « Merci, mais j'apprends à être bien seul. » Elle a souri tristement. « Ou bien accompagné des souvenirs de lui. » Nous avons conversé pendant le petit déjeuner. Madame Geneviève était professeure de piano à la retraite, de Lyon. Elle avait 2 fils déjà mariés, 4 petits-enfants. Elle nous a parlé de son mari, Alain, qui avait été architecte et adorait le jazz. « Chaque fois que j'entends du jazz, » elle a dit en regardant l'horizon, « je le vois là-bas, se balançant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il dansait terriblement. Il me marchait sur les pieds. »
Elle a ri, mais c'était un rire heureux. J'ai parlé de Catherine, du cancer, de comment parfois j'attendais encore de la trouver dans la cuisine en train de préparer du café. Madame Geneviève a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de mots. Ce n'était pas de la romance, c'était quelque chose de plus précieux, de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient aimé et perdu, qui avaient survécu et apprenaient à revivre. Les jours suivants, Madame Geneviève s'est jointe à nos aventures. Nous sommes allés ensemble faire une excursion en bateau sur la Garonne. Nous avons dîné des huîtres d'Arcachon dans un restaurant qu'elle connaissait, où le vin blanc sec était le meilleur de la ville. Un soir sur les quais, un groupe jouait du jazz et elle a invité Bernard à danser. Je les ai observés du banc, riant pendant que Bernard lui marchait sur les pieds, exactement comme Alain l'avait fait. « Vous ne dansez pas, monsieur ?» Elle m'a demandé après, tendant la main. « Ça fait des années, j'ai admis. Les années n'ont pas d'importance. La musique, oui. » Nous avons dansé maladroitement, sans coordination, en riant quand nous faisions des erreurs. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. Pas comme père, pas comme grand-père, pas comme l'homme qui donnait toujours. Juste comme Henri, un homme de 70 ans, avec toute une vie devant lui. Pendant ces 7 jours à Bordeaux, j'ai posté des photos sur Facebook. Moi qui n'utilisais presque jamais les réseaux sociaux. Mais je voulais laisser une trace. Je voulais qu'il soit documenté qu'Henri Dubois avait voyagé, avait souri, avait vécu. Des photos sur les quais avec mon béret basque. Des photos avec Bernard trinquant avec des verres de Bordeaux. Des photos du coucher de soleil sur le balcon. Des photos de la dégustation de vin avec le pouce levé. Chaque photo était un témoignage. Je sais voyager, oui, et je le fais parfaitement bien tout seul. Je n'ai pas ouvert les messages de Julien jusqu'au 6e jour. Il y avait 47 messages non lus. Je les ai tous lus d'un coup, assis sur le balcon pendant que le soleil se couchait. Les premiers étaient de colère. C'est immature. Je ne peux pas croire que tu nous aies fait ça. Les enfants posent des questions et je ne sais pas quoi dire. Puis sont venues celles de négociation. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Céline est prête à s'excuser formellement. On peut avoir un dîner quand tu rentres, clarifier tout ça. Ensuite, celle de culpabilité. Papa, les enfants pleurent pour toi. Emma dit que papy ne les aime plus. C'est comme ça que tu vas régler les choses, en fuyant. Et finalement, dans le message 43, quelque chose de différent. Papa, j'ai parlé avec un thérapeute. Il m'a suggéré de chercher de l'aide. Céline et moi avons beaucoup de problèmes, pas seulement avec toi, entre nous. Je pense que tu avais raison sur tout, et je suis désolé vraiment. Je n'espère pas que tu me pardonnes bientôt. Je veux juste que tu saches que j'ai vu ton Facebook. Tu as l'air heureux, tu as l'air libre, et ça me fait mal de savoir que c'était moi qui t'emprisonnais. Je t'aime, papa, je t'aimerai toujours, et je vais travailler pour être le fils que tu mérites. Même si ça prend des années. J'ai lu ce message 3 fois, j'ai pleuré mais je n'ai pas appelé, pas encore, parce que pardonner ne signifie pas oublier, et guérir prend du temps. Mettez un like si vous pensez qu'Henri devrait pardonner. Commentez votre avis. L'appartement sentait le renfermer quand j'ai ouvert la porte. 7 jours sans que personne n'ouvre les fenêtres, sans que le soleil n'entre, sans vie. J'ai laissé ma valise dans l'entrée et j'ai marché directement vers le salon, ouvrant chaque fenêtre en grand. L'air frais de mars est entré comme un soupir de soulagement. Bernard m'a aidé à défaire les valises avant d'aller dans son appartement. Il m'a serré fort dans ses bras à la porte. « Henri, je suis fier de toi, de l'homme que tu as été dans cet aéroport et de l'homme qui revient maintenant. Ne laisse personne te faire oublier ta valeur. » Quand il est parti, j'ai préparé un thé à la camomille et me suis assis sur le canapé moutarde que j'aimais tant. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode avion pendant le vol, a vibré comme un fou quand je l'ai rallumé. Notifications WhatsApp, appels manqués, SMS. La plupart étaient de Julien, mais il y en avait un nouveau d'un numéro que je n'avais pas enregistré. « Monsieur Henri, c'est Lucas. J'écris depuis le portable de mon cousin Tony parce que maman ne me laisse pas utiliser le mien. Papy, pourquoi vous ne nous aimez plus? Emma pleure tous les soirs.
Moi aussi, je suis triste. On a fait quelque chose de mal. S'il vous plaît, répondez. Mon cœur s'est serré. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Les enfants. Toujours les enfants qui payaient pour les erreurs des adultes. Avant que je puisse répondre, on a frappé à ma porte. Il était 19 heures. Je n'attendais personne. J'ai regardé par l'œilleton et mon cœur a fait un bond. Julien. Il était seul, sans Céline, sans les enfants. Il portait la même veste grise que je lui avais offerte 2 Noëls auparavant. Il avait des cernes profonds, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux, normalement bien coiffés, étaient en désordre, avec des fils blancs que je ne me souvenais pas avoir vus avant. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté sur le seuil, sans l'inviter à entrer. « Papa !» Sa voix est sortie étranglée. « Merci d'avoir ouvert. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?»« Je dois te parler, s'il te plaît. 5 minutes. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait fermer la porte, mais l'autre partie, celle qui était encore père, celle qui avait porté cet homme quand il était bébé, ne pouvait pas. Je me suis écarté. Il est entré regardant l'appartement comme s'il le voyait pour la première fois depuis des années. Il est resté debout au milieu du salon, les mains dans les poches, ne sachant pas par où commencer. « Assieds-toi », j'ai dit, pointant le canapé. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « J'ai vu tes photos sur Facebook », il a commencé. « Tu avais l'air heureux. Vraiment heureux. Et j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu comme ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. « Papa, j'ai tout gâché. Complètement. J'ai laissé Céline te maltraiter. Je l'ai laissé t'utiliser. Et le pire, c'est que je t'ai utilisé aussi. Je te voyais comme une solution à nos problèmes. On a besoin d'argent? On appelle papa. On a besoin qu'il garde les enfants. On appelle papa. On a besoin de vacances. Papa paye. » Sa voix a failli. Il a essuyé ses yeux du dos de la main. « Je ne me suis jamais demandé comment tu te sentais. Je n'ai jamais pensé à ce que ça signifiait pour toi de donner autant et recevoir si peu. J'ai été un mauvais fils. Le pire. » « Oui, » j'ai dit simplement. « Tu l'as été. » Il a levé les yeux, surpris par mon honnêteté directe. « Julien, pendant 3 mois, je me suis senti invisible pendant que vous organisiez un voyage que je payais. Vous m'avez mis dans la chambre la moins chère, vous m'avez exclu des décisions, et quand j'ai essayé de participer, ta femme a crié devant tout le monde à l'aéroport que je dérangeais, que je ne savais pas voyager, que je ne devrais même pas être là. Je sais. Et toi ? » Ma voix s'est élevée. Tu es resté silencieux, regardant le sol, comme si j'étais le problème. Ton père, qui t'a donné la vie, qui a travaillé pour te donner une éducation, qui t'a soutenu quand ta mère est morte, qui a toujours été là. Ce père a reçu un cri en public et tu n'as pas dit un mot pour le défendre. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Tu as raison. Tu avais raison sur tout. Et je n'ai pas d'excuses. Je peux seulement dire que Céline est très forte. Elle l'a toujours été. Et à un moment, j'ai arrêté d'être moi-même et je suis devenu ce qu'elle avait besoin que je sois. J'ai arrêté de penser, j'ai arrêté de défendre ce qui était juste. Je suis devenu un lâche. Ça ne justifie rien. Je sais, je ne te demande pas de me pardonner. Je suis juste venu te dire que tu as raison sur tout et que je vais changer. J'ai déjà commencé. Céline et moi faisons une thérapie de couple. Je fais aussi une thérapie individuelle. Le thérapeute m'a fait voir des choses qui me rendent profondément honteux. Il s'est penché en avant, les mains jointes entre ses genoux. « Papa, Céline a dû emprunter de l'argent à ses parents pour annuler les réservations qu'on avait. Son père lui a dit des choses très dures sur comment elle traite les gens, sur son attitude. Et elle change aussi, ou du moins elle essaie. Je suis content pour elle. » J'ai dit, et c'était sincère. Vraiment. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Ça n'efface pas la douleur. Je sais. C'est pour ça que je ne demande pas pardon tout de suite. Parce que je sais que je ne le mérite pas.
Je demande juste du temps. Du temps pour te prouver que je peux être meilleur, que je peux être le fils que tu mérites. » Il y a eu un long silence. Dehors, on entendait les sons de la ville. Les voitures qui passaient, les enfants qui jouaient dans le parc, la vie qui continuait comme toujours. « Les enfants te manquent, » il a dit finalement. « Lucas t'a écrit, n'est-ce pas ?»« Oui. » Ce n'était pas l'idée de Céline, ni la mienne. Il l'a fait de lui-même. Il a pris le portable de son cousin sans que personne ne s'en aperçoive. Quand on l'a découvert, Céline voulait que je supprime le message. Mais j'ai dit non, que si Lucas avait besoin de t'écrire, c'était son droit. Ça m'a surpris. Un petit signe que peut-être, juste peut-être, Julien commençait à imposer des limites. « Ils savent la vérité ?» j'ai demandé. « Ils savent ce qui s'est passé ?» Oui. Nous nous sommes assis avec eux et avons expliqué que maman avait crié sur papy, que papy s'est senti très triste et a décidé de ne pas voyager avec nous, que parfois les adultes font des erreurs et qu'on doit affronter les conséquences. Et Céline était d'accord avec cette version ? Julien s'est frotté le visage avec les deux mains. Non, elle voulait leur dire que tu avais annulé le voyage par caprice. Mais j'ai dit non. Je lui ai dit que si on ne pouvait pas être honnête avec nos enfants sur nos erreurs, alors on n'avait pas le droit d'être leurs parents. On a eu une dispute terrible, mais finalement elle a accepté. Je l'ai regardé. Cet homme de 42 ans qui avait encore des traits du garçon qu'il avait été. Les yeux couleur miel de sa mère. La ligne de la mâchoire qu'il avait héritée de moi. Mon fils. Brisé, mais essayant de se reconstruire. « Julien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » j'ai dit, choisissant chaque mot avec soin. « Je vous aime. Je t'aime, les enfants, même Céline, d'une certaine façon. Mais je ne peux pas redevenir celui que j'étais. Je ne peux pas recommencer à dire oui à tout. Je ne peux pas permettre qu'on me traite comme une banque ou comme un employé. Je ne demande pas ça. Laisse-moi finir. Si on va reconstruire cette relation, ça doit être différent. Il doit y avoir du respect, des limites, de la réciprocité. Je ne peux pas être le seul qui donne toujours pendant que vous ne faites que recevoir. Tu comprends ça? Oui, complètement. Et j'ai besoin de temps. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien juste parce que tu es venu t'excuser. Les excuses sont le premier pas, mais la guérison prend du temps. Peut-être des mois, peut-être des années. Tout le temps dont tu as besoin, il a dit d'une voix ferme. Papa, je vais te prouver que je peux changer même si ça prend toute ma vie. Il a sorti quelque chose de sa poche, une enveloppe. Il l'a posée sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est? 2850 €. L'argent que tu m'as prêté il y a 3 ans pour mon association avec François. Je sais que tu as dit que ça n'avait pas d'importance, que tu avais oublié. Mais moi je n'ai pas oublié, et il est temps de te rembourser. J'ai ouvert l'enveloppe. De l'argent liquide, des billets de 50 parfaitement comptés. Julien, tu n'avais pas besoin, j'avais besoin. Parce qu'une partie du problème, c'est que j'ai présumé que ton argent était mon argent, que je pouvais prendre sans rendre, que tes sacrifices n'avaient pas d'importance parce que tu étais mon père et que les pères font ça. Mais j'avais tort. Ton argent est à toi, ton temps est à toi, ta vie est à toi, et je n'ai droit à rien de tout ça à moins que tu décides de me le donner. J'ai regardé l'argent, puis je l'ai regardé lui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils pour de vrai. Pas l'homme qui m'avait déçu, mais l'homme qui essayait d'être meilleur. Merci, j'ai dit en fermant l'enveloppe. Ça compte beaucoup. Il y a encore une chose, il a continué. Céline veut te voir, s'excuser personnellement, mais seulement si tu es prêt. Je ne vais pas te presser. Quand tu diras qu'un jour tu voudras la voir, on le fera. Je ne suis pas prêt. J'ai répondu honnêtement. Peut-être dans un moment, mais pas maintenant. Compris. Je vais lui dire. Il s'est levé pour partir. À la porte, il s'est retourné. Papa, une dernière chose. Les enfants pourraient te voir, pas besoin que ce soit ici. Ça pourrait être dans un parc ou où tu veux. Juste une demi-heure, il te manque beaucoup. J'ai pensé à Lucas et Emma,
à leurs petits visages confus dans l'aéroport, aux messages de Lucas, à comment les enfants finissent toujours pris au milieu des erreurs des adultes. Ce samedi, j'ai dit, au parc Monceau, à 11 heures du matin, tu peux les amener, mais tu restes à distance, je veux leur parler seul. Parfait, on y sera. Merci, papa. Je l'ai regardé partir par la fenêtre. Il a marché vers sa voiture, les épaules un peu plus droites qu'à son arrivée. Peut-être qu'il y avait de l'espoir, peut-être pas. Le temps le dirait. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Mettez un like si vous pensez qu'Henri fait ce qu'il faut. Le samedi s'est levé avec un ciel clair, de ce bleu profond qu'on ne voit à Paris qu'après qu'il ait plu toute la nuit. Je me suis levé tôt, comme toujours, et me suis préparé avec soin. Je suis arrivé au parc Monceau à 10h30. J'ai acheté une barbe à papa à un vendeur ambulant et me suis assis sur un banc sous un marronnier qui laissait tomber des fleurs blanches sur l'herbe. À 11h pile, je les ai vus arriver. Julien marchait avec Lucas et Emma, un de chaque main. Quand ils m'ont vu, Emma a lâché la main de son père et a couru vers moi. « Papy Henri !» Je l'ai reçu dans mes bras, sentant son petit corps s'accrocher à moi avec désespoir. Lucas est arrivé après, plus timide, mais quand je l'ai embrassé, il a aussi fondu contre moi. « Vous m'avez tellement manqué », j'ai dit, et c'était vrai. « Toi aussi, papy », a dit Lucas, la voix étouffée contre mon épaule. Julien est resté à environ 10 mètres de distance, près de la fontaine, nous donnant de l'espace comme nous l'avions convenu. Il m'a salué de la main et j'ai hoché la tête. Nous avons passé 2 heures dans le parc. J'ai acheté des glaces. Je les ai poussées sur les balançoires. Nous avons joué à chat jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal et nous avons tous les trois fini par rire dans l'herbe, regardant les nuages passer. C'était 2 heures parfaites où nous étions juste grands-pères et petits-enfants, sans le poids de tout le reste. Quand est venu le moment de partir, je les ai serrés fort dans mes bras. Je vous aime énormément, n'oubliez jamais ça. Quand est-ce qu'on te revoit ? A demandé Emma. Dans 2 semaines, samedi, ici même, d'accord ? D'accord, ont-ils dit en chœur. Julien s'est approché. Les enfants ont couru vers lui, lui racontant précipitamment les glaces et les balançoires. Merci, il m'a dit, de leur donner ça, de nous donner une autre chance. C'est un processus, Julien, pas une solution instantanée. Je sais, mais c'est un début. Je les ai regardés s'éloigner, Lucas et Emma sautant autour de lui, pleins d'énergie enfantine, et j'ai senti la paix. Pas le bonheur complet, pas tout résolu, mais la paix. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse d'un hôtel à Barcelone, avec un verre de vin rouge à la main et Bernard à côté de moi lisant un magazine. J'avais tenu ma promesse. Après Bordeaux était venu Strasbourg, où Madame Geneviève nous avait montré sa ville et présenté ses fils. Puis Bruxelles, où nous avions mangé des moules frites et visité le Mannequin Peace. Et maintenant, l'Europe, l'Espagne d'abord, puis l'Italie. Mon compte bancaire n'était plus aussi plein qu'avant, mais il était rempli de quelque chose de mieux. Des expériences, des souvenirs, une vie vécue à mes conditions. Julien et moi avions reconstruit notre relation lentement. Nous nous voyions 1 fois par mois pour déjeuner, juste lui et moi. Nous parlions de choses profondes, son enfance, ses peurs, ses erreurs. Il était devenu transparent avec moi, d'une façon qu'il n'avait jamais été auparavant. Céline et moi nous étions vus 3 fois. Des conversations difficiles, où elle, pour la première fois, avait été honnête sur ses insécurités, sur comment elle m'avait vu comme une menace au lieu d'une alliée. Nous n'étions pas amis, nous ne le serions peut-être jamais, mais nous étions arrivés à une compréhension, respect mutuel et limites claires. Je voyais les jumeaux toutes les 2 semaines, parfois au parc, parfois chez moi où nous faisions des biscuits, parfois au cinéma. Du temps de qualité, sans les obligations d'avant. Et moi, j'avais découvert qui était Henri Dubois au-delà d'être père, au-delà d'être grand-père, au-delà d'être pourvoyeur. J'étais un homme qui aimait voyager, qui profitait de la solitude autant que de la compagnie, qui pouvait imposer des limites sans se sentir coupable, qui méritait du respect et l'exigeait, qui à 70 ans avait encore des rêves à accomplir. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien.
Papa, Lucas a eu 20 en mathématiques. Il dit qu'il veut te le raconter samedi. Il t'envoie un câlin. Moi aussi. Je t'aime. J'ai souri. J'ai répondu, quelle fierté. Dis-lui que je le félicite. On se voit samedi. Je vous aime aussi. J'ai rangé le téléphone et regardé le coucher de soleil sur Barcelone. Le ciel était orange et rose. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. La vie bouillonnait dans les rues en dessous. « À quoi tu penses ?» a demandé Bernard. « À ce matin, à l'aéroport, » j'ai répondu, quand Céline m'a crié dessus et que j'ai senti que le monde s'écroulait. Je pensais que je perdais ma famille. Mais en réalité, je me trouvais moi-même. C'était le meilleur cri qu'on t'ait donné, Harry Bernard. Tu as raison, parce qu'il m'a obligé à faire quelque chose que j'aurais dû faire des années avant. Me valoriser, me respecter, m'aimer suffisamment pour ne pas permettre qu'on me traite comme de la poubelle. J'ai levé mon verre de vin. Aux cris qui nous réveillent, aux décisions difficiles, aux voyages qu'on fait seul, aux hommes qu'on a été un jour et aux hommes qu'on devient. Bernard a levé son verre. À Henri Dubois, l'homme qui ne savait pas voyager et qui s'est avéré être le meilleur voyageur de tous. Nous avons trinqué pendant que le soleil se cachait sur Barcelone. Et j'ai pensé à tous les pères qui, à ce moment, sont là où j'ai été, donnant trop, recevant trop peu, se sentant invisibles dans leur propre famille, supportant ce qu'on ne devrait pas supporter par peur de rester seul. Et si je pouvais leur dire quelque chose, ce serait ceci. La solitude fait moins mal que le manque de respect. Rester seul est mieux qu'être accompagné par des gens qui ne te valorisent pas. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour imposer des limites, pour te défendre, pour te choisir toi-même. Parce que quand je me suis arrêté dans cet aéroport et que j'ai annulé ces billets, je n'étais pas égoïste. J'étais courageux. Je choisissais ma dignité au-dessus de leur commodité. Je disais pour la première fois depuis longtemps, moi aussi, je compte. Et cette décision, ce moment de courage, a tout changé. Je n'ai pas perdu ma famille. Je l'ai reconstruite sur des bases plus saines. Je ne suis pas resté seul. Je me suis d'abord fait compagnie à moi-même, et après sont venus les autres. Je ne suis pas devenu amer. Je suis devenu libre. Cette fois-là à l'aéroport, celui qui ne savait pas voyager a été le seul à prendre l'avion. Et je continue à voler. Chaque jour, chaque décision, chaque limite que j'impose, chaque fois que je me choisis moi-même, je continue à voler. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ne permets pas qu'on te prenne. Et de moi, personne ne va plus me prendre ma dignité. Épilogue. 1 an après cet incident à l'aéroport Charles de Gaulle, j'étais de nouveau dans un aéroport. Mais cette fois, c'était différent. J'étais à l'aéroport de Lisbonne, prêt à embarquer pour les Açores. Avec moi étaient Bernard, Madame Geneviève et Julien. Mon fils avait demandé, timidement, s'il pouvait m'accompagner dans un de mes voyages. Juste nous deux, papa. Pour qu'on apprenne à se reconnaître. J'avais dit oui, parce que pardonner ne signifie pas oublier, mais ça signifie donner une chance. Nous étions au comptoir d'enregistrement. Julien organisait les passeports. Et quand j'ai posé une question sur notre correspondance, il s'est arrêté, m'a regardé et a dit « Papa, c'est une excellente question, laisse-moi vérifier. » Pas de soupir, pas d'impatience, pas de mépris, juste du respect. Et à ce moment-là, debout dans cet aéroport avec mon fils à côté de moi, me traitant comme je méritais d'être traité, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Parfois, il faut tout casser pour reconstruire mieux. Parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non. Et parfois, celui qui ne sait pas voyager finit par être celui qui enseigne aux autres comment le faire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy. Mettez un like, activez la cloche de notification et commentez d'où vous nous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Rappelez-vous, votre dignité n'a pas de prix. Ne la vendez jamais pour la commodité des autres. Je suis Papy Henri et je vous dis, continuez à voler, continuez à vous respecter, continuez à vous aimer. À la prochaine, mes amis. Et que vos voyages soient toujours sur vos propres termes. Fair enough, Cash. I feel like I'm going the complete wrong way.
Let me see. I just needed to craft medkits. Why can't we? Oh, we can. What? How'd you get in there? Climb through the window the dude was out. Oh, true. Good job. All right, now head back to the decontamination room. You know, I suspect even if Zara had been able to leave the quarantine, he wouldn't have. He and the operative both felt the need to stay and help people. What? This way? This way. I need that. Give me that. What? What? I will let me pick this thing up. It's got a lot of damage. I need it. Thank you. Oh, push the button by the door to begin the process. Oh god. Maybe get in. Oh, nice. Oh. Ow. Now what? Okay. All right, now you can come in. Free stuff. Crane, glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Hey, Doc, you mind if I show you a photo? No, just 1 minute. All right, we'll just let that run. It's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Qureshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared 2 packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc, and thanks. I'll be in touch. Fair enough. Thank you. Your wrist. What is this thing?
Gonna contact the old homies. They're not good homies though. Why are they not good homies? The GRE. Oh, true. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. What you got for dinner? Listen, Cooking Crane, them, I gotta boss. reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. I go 'em.